L'histoire débute avec Tojima, notre protagoniste, s'entraînant dans les bois. Il frappe un arbre, répétant Rider Punch sans arrêt, causant des dégâts vraiment énormes. Depuis son enfance, Tojima a toujours adoré Kamen Rider. Ce héros de série télévisée était pour Tojima un personnage vraiment unique, sans égal. Tojima regardait chaque épisode plusieurs fois, au point que sa mère se demandait s'il n'y avait pas un problème avec lui. Rien d'autre n'importait à Tojima cependant, car il était complètement hypnotisé chaque fois qu'il regardait son héros. Il encourageait toujours Rider, lui disant de ne pas laisser Shocker gagner. Shocker était une organisation criminelle majeure et elle servait d'ennemi principal à Rider dans la série télévisée. Même quand la mère de Tojima lui disait au revoir pour la journée, ses yeux ne quittaient jamais l'écran, pas une seule seconde. Il était complètement captivé et il criait même les coups de Rider comme kick et punch. Ce que Tojima admirait le plus chez Rider, c'était sa façon de toujours combattre le mal seul. Il protégeait la paix du monde avec un cœur rempli de justice et Tojima jura de devenir un jour exactement comme lui. Tojima prenait toujours la même pose que son héros et déclarait vouloir être Kamen Rider. Des années plus tard, nous retrouvons Tojima au lycée. Une fille l'entraîne, mais il n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle rassemble enfin son courage pour lui avouer ses sentiments et inviter Tojima à sortir. Tojima est sidéré par le choc, mais il répond rapidement, lui disant qu'il adorerait l'emmener en rendez-vous. Étonnamment, la fille s'excuse et il est révélé que c'était une farce. Tojima est dévasté, toute l'école se moque de lui et le tyran Kitogawa révèle que la blague était entièrement son idée. Emily est en fait sa petite amie, ayant perdu un pari, elle a dû avouer ses sentiments à Tojima en punition. Tojima s'éloigne, humilié, et on voit que la jeune fille se sent vraiment mal. Seul, Tojima se remémore son enfance. Il observait un groupe d'enfants jouer à pierre-feuille-ciseaux. Le gagnant jouait le rôle de Rider, tandis que les autres devaient en faire partie de Shocker. Tojima les méprisait, sachant qu'on ne devient pas Kamen Rider en jouant à pierre-feuille-ciseaux. C'était juste des enfants naïfs qui faisaient semblant d'être des héros, mais Tojima, lui, ne jouait jamais. Tojima prit la pose emblématique et déclara qu'il était sérieux. De retour au présent, Emily retrouve Tojima et s'excuse de l'avoir piégé. Elle est visiblement bouleversée, alors Tojima accepte ses excuses. Ils discutent et Emily admet qu'il a quelque chose de spécial. Plus de la moitié des garçons de l'école sont des voyous, mais Tojima n'est pas un délinquant. Pourtant, elle perçoit qu'il n'est pas non plus tout à fait normal. Tojima n'a pas d'amis et les gens racontent l'avoir vu crier vers la rivière en prenant des pauses. Tojima ne sait pas quoi répondre, mais il n'en a pas besoin car cette fille un peu folle est fascinée par son côté mystérieux. Alors, un crétin se demande si Emily a rompu avec Kitagawa et se moque de l'idée que Tojima puisse être son nouveau petit ami. Il s'appelle Ryota et rappelle à Emily que Tojima est un perdant, alors elle ferait mieux de sortir avec lui. Emily dit à Tojima de partir, mais Ryota l'arrête. Tojima intervient, ordonnant à Ryota de la lâcher, lui infligeant une douleur intense en lui tordant le bras. Ryota tente de riposter, mais Tojima, intraitable, bloque l'attaque. Tojima le libère, puis déclare que l'heure de la vengeance a sonné et il anéantit Ryota d'un coup de poing dévastateur en plein visage. Les amis de Ryota tentent de le venger, mais Tojima, de façon surprenante, les arrête tous deux simultanément. De nouveau, Tojima déclare que c'est l'heure de la vengeance et utilise 2 coups de pied explosifs pour mettre les voyous à genoux. Les brutes ne peuvent que se tordre de douleur et Emily reste sans voix, choquée par la démonstration de force de Tojima. Tojima, stoïque comme toujours, explique simplement qu'il leur a juste rendu l'appareil. Tojima s'éloigne, Ryota jure vengeance. Quelques jours plus tard, Emily est capturée par d'autres voyous de l'école rivale. Elle hurle de terreur et Ryota interpelle Tojima. Ryota exige qu'il descende et lui déclare la guerre pour ses actes. D'autres élèves regardent, horrifiés, se demandant ce que Tojima a fait. Pire encore, personne du gang de Kirigawa n'est venu, donc ils ne peuvent pas aider. Les professeurs sont aussi inutiles, mais cela n'a pas d'importance car Tojima s'est avancé. Ryota est furieux d'avoir été humilié, alors il veut donner à Tojima une raclée qu'il n'oubliera jamais. Tojima a un tout autre problème, soulignant qu'une bande de gamins qui se battent n'est pas une vraie guerre. Des enfants comme eux n'ont pas de travail et ne sont même pas encore de vrais membres de la société. Tojima est dégoûté par les jeunes qui parlent de s'élever au sommet ou d'affronter des écoles rivales.
surtout quand ils reçoivent encore nourriture et argent de leurs parents se baignant et dormant même sous leur toit. Tojima déclare que pour des jeunes comme ça, parler de guerre est juste embarrassant et incroyablement puéril. Au lieu de cela, s'ils veulent tant se battre, ils devraient être plus matures comme lui et combattre le mal. Tout le monde est stupéfait de l'entendre parler ainsi, mais Emily semble tomber amoureuse. Ryota en a assez entendu. Alors lui et ses acolytes se jettent mot sur lui. Tojima n'est pas du genre à reculer cependant, alors il leur fonce dessus. Malheureusement, il est en nette infériorité numérique et Tojima subit une raclée absolue. Emily regarde avec horreur Tojima tenter de se défendre et le gang continue jusqu'à ce qu'ils soient tous épuisés. Tojima est un désastre complet, il a été réduit en bouillie et Ryota déclare qu'il prendra Emily comme son trophée. Emily implore de l'aide, mais tout le monde à l'école est impuissant et ne fait absolument rien. Dans son désespoir, Emily appelle Tojima et son cri à l'aide remet notre héros sur pied. Il exige que tout le monde s'arrête et tous les membres du groupe de Ryota sont stupéfaits de le voir se relever. Ils étaient ni sûrs que Tojima était inconscient, mais il n'a pas fini. Tojima retire dramatiquement son manteau et dit au gang qu'il n'a jamais voulu utiliser ce pouvoir qu'il possède contre eux. Malheureusement, ils ne lui ont laissé aucun choix. Tojima retire sa chemise. Ryota ne comprend pas les marques sur son ventre et ils sont encore plus confus quand il prend une pause. Tojima poursuit son numéro disant « Rider » en posant puis « Transforme-toi ». Il bondit vers le gang avec une présence immense criant « Rider, fight ». Tout le monde regarde avec choc et confusion et Tojima finalise sa transformation en disant dramatiquement « Kamen Rider ». Rien ne se passe, alors les voyous rient tous et ils traitent Tojima de fou pour toutes ses bêtises. Ryota allait vite regretter de s'être moqué de lui, cependant, car Tojima lâche un coup de poing qui l'envoie voler à plusieurs mètres dans les airs. Tout le monde reste bouche bée en voyant son corps s'envoler et quelques instants plus tard, nous voyons que Tojima a réussi à vaincre tous les voyous. Les professeurs et même Kitagawa ont tout vu mais n'y croient pas. Emily se demande qui est Tojima, alors notre héros se tourne vers elle et lui dit dramatiquement qu'il est Kamen Rider. Emily est très émue, Tojima s'approche et sourit enfin. Il la rassure, lui disant que tout ira bien, mais elle est terrifiée par lui. Elle s'enfuit pour sauver sa vie et l'âme de Tojima est brisée. Tojima réalise qu'il avait raison depuis le début. Il n'aurait jamais dû se transformer car le seul ennemi qu'il devrait combattre est Shocker. Nous revenons au présent où nous voyons Tojima s'entraîner dans la forêt. Tojima montre qu'il n'est pas fou en pensant que Kamen Rider et Shocker viennent d'une émission de télévision. Il n'existe pas dans le monde réel et peu importe son entraînement, il ne peut être Kamen Rider. Sa colère monte, il se répète qu'il ne peut pas devenir Kamen Rider et il continue d'attaquer l'arbre. Soudain, Tojima entend quelque chose. C'est un ours, mais Tojima n'a pas peur, juste déçu que ce ne soit pas un monstre Shocker. L'ours l'attaque, Tojima n'a d'autre choix que de se défendre. C'est l'ours qui est choqué quand Tojima le projette au sol, se demandant s'il est humain. L'ours se révèle redoutable, lacérant la poitrine de Tojima, mais ce n'est pas suffisant. À un moment donné, Tojima était devenu assez fort pour affronter un ours, le prouvant en lui envoyant son coude dans l'orbite. L'ours s'enfuit, mais Tojima ne considère même pas cela comme une victoire. Battre un ours serait un exploit pour n'importe quelle personne normale, mais cela ne fait pas de Tojima un Kamen Rider, et c'est tout ce qu'il veut. C'est son objectif depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, mais il se rappelle que c'est l'année de ses 40 ans. Quelques instants plus tard, nous retrouvons Tojima dans un magasin de jouets, prêt à vendre tous ses souvenirs de Kamen Rider. Le vendeur est stupéfait par la quantité d'objets rares qu'il possède, mais Tojima révèle qu'il a 6 autres boîtes remplies de choses et 10 autres chez lui. De retour chez lui, Tojima a vendu toutes ses marchandises Kamen Rider, laissant sa maison vide. Il a tout vendu car l'idée de mourir seul dans une pièce pleine de ses objets pour qu'un étranger les jette était insupportable. Peu après, Tojima est stupéfait en lisant le titre d'un article. Il y est dit que Shocker a fait une apparition et Tojima tremble en essayant de lancer la vidéo, car c'est ce qu'il a attendu toute sa vie.
Le rapport révèle qu'un dépanneur a été cambriolé il y a quelques jours et que les coupables portaient des cagoules noires, à la manière de l'organisation ennemie du programme télévisé Kamen Rider. Ils ont pris d'assaut le magasin en imitant les méchants de Shocker, faisant les mêmes bruits que dans la série. C'est un peu une déception pour Tojima car ils ont juste cambriolé un magasin et ce n'est pas le niveau de criminalité auquel Shocker participait dans l'émission. Au travail, Tojima entend parler d'une nouvelle attaque Shocker, elle se multiplie, une tendance se dessine mais Tojima refuse de croire que c'est le vrai Shocker. Nous voyons ensuite un reportage montrer plusieurs de ces crimes d'imitation se produisant à travers le pays. L'un des gars a été attrapé et il a révélé qu'il avait simplement commis le crime parce qu'il avait l'une de ses masques chez lui. De plus, pour une raison quelconque, quand il prenait la pause et faisait un bruit étrange, il se sentait plus fort. C'était la première fois qu'il avait l'impression de pouvoir accomplir quelque chose dans sa vie. Tojima s'est éloigné de cette vie, alors il traite juste ce type d'idiot. Une nuit, Tojima assiste à un festival près de chez lui. Un enfant parlant à son père lui rappelle son propre père et cette fois où il lui avait donné 30 $. Son père savait que Tojima aimait les festivals, alors il lui avait donné de l'argent pour acheter ce qu'il voulait. Tojima savoure maintenant la même collation qu'à l'époque et apprécie vraiment la nostalgie. Ailleurs, nous voyons un homme mystérieux donner à des voyous les masques qui ont été vus partout aux informations. Son nom est Naka et il leur explique que le travail d'aujourd'hui est un racket. Les voyous ne voient pas d'inconvénient à porter les masques, mais l'un d'eux fait remarquer courageusement que le reste de l'acte est plutôt embarrassant. Ils n'aiment pas faire toutes les pauses et les sons qu'ils doivent faire sont encore pires. Naka ne s'en soucie pas vraiment et explique juste qu'il a toujours préféré Shocker à Kamen Rider. Il dit que c'est pourquoi il est devenu un gangster, mais les voyous n'arrivent pas à croire à quel point cette histoire d'origine est stupide. Naka ajoute qu'en termes de Shocker, il serait un monstre, et eux seraient ses 3 combattants. Cela étant, ils n'ont d'autre choix que d'obéir à son ordre. Quelques secondes plus tard, les voyous cambriolent un stand au festival. Cela se trouve juste là où est Tojima, et les voyous commencent vraiment à saccager le stand. Tojima est stupéfait de voir que c'est l'un des fameux cambriolages de Shocker, et cela suffit à le figer sur place. Le pauvre propriétaire se fait tabasser, alors Tojima décide d'agir. Il se dirige vers un autre stand et demande le prix d'un des masques en vente. Les voyous continuent de harceler le propriétaire du magasin et Tojima lutte avec la décision qu'il doit prendre. C'est la vie qu'il a laissée derrière lui, mais il sait qu'il ne peut pas laisser Shocker s'en tirer avec ce qu'ils font. Tojima repasse toute sa vie à faire la pause encore et encore, mais cette fois, c'est réellement contre Shocker. Tojima place le masque sur son visage et son sang commence à bouillir. Son cœur s'emballe, Tojima s'avance et déclare que Shocker en a assez fait. Les voyous se demandent qui est cet étrange individu, alors Tojima déclare qu'il est Kamen Rider. Il ne peut s'empêcher de pleurer, pensant cette partie de sa vie révolue, mais cela ne fait que provoquer les moqueries des voyous. Naka, dans la foule, est intrigué de voir un Kamen Rider affronter ses Shockers. Tojima refuse de se laisser moquer et il dit aux voyous qu'il est sérieux. Tojima prend une posture puissante et dit for Rider Punch en écrasant le crâne de chacun d'eux. Le grand gaillard est le seul restant. Tojima s'envole pour son Rider Kick, l'assommant. Tous sont sans voix devant son héroïsme et Tojima n'arrive pas à croire à quel point c'est incroyable. Il regarde autour de lui, réalisant que tous les yeux sont rivés sur lui, alors il s'enfuit avant que quiconque n'essaie de découvrir qui il est. Ailleurs, une fille lit un titre sur un Kamen Rider battant Shocker. Elle est furieuse car elle voulait le faire en premier. Elle est insultée par ce Kamen Rider qui ne porte qu'un masque au lieu d'une combinaison complète comme elle et elle se demande qui ce type pense être. Le lendemain matin, nous rencontrons Yuriko alors qu'elle enseigne à sa classe. Elle lit un poème à ses élèves et l'un d'eux s'intéresse particulièrement à sa grande capacité d'enseignement. Le poème implique un homme tombant amoureux de la femme d'un autre et elle demande au très concentré Sasano de reformuler la dernière ligne en termes plus modernes. Ce gamin n'a pas prêté la moindre attention à la leçon, alors il la massacre complètement. Il dit que le personnage principal du poème avoue son amour à son professeur, mais ce n'est pas du tout ça. Yuriko le corrige poliment et Asano est complètement embarrassé quand toute la classe se moque de lui. De retour chez lui, Asano peut à peine contenir ses émotions en pensant à quel point il aime Yuriko. Il souhaite être avec elle en ce moment et imagine toutes les choses raffinées qu'elle aime faire pendant son temps libre. Asano l'imagine faire des choses sophistiquées comme admirer des peintures exquises ou jouer de son grand piano.
Il imagine son élégance, savourant un thé dans son jardin gracieux. Ses rêves sont loin de la vérité car Yuriko fracasse des poids comme une brute absolue. Elle grogne comme une barbare en soulevant de la fonte et en fulminant contre le Kamen Rider qui a disparu. Yuriko le déteste de toutes ses fibres, car il ose se faire appeler Kamen Rider en ne portant qu'un masque. Son passé révèle une Yuriko rentrant en pleurs, harcelée. Son père se demandait pourquoi elle ne s'était pas défendue. Yuriko expliqua que c'était parce que les brutes étaient toutes des garçons. Comprenant la délicatesse de la situation, son père réalisa qu'il savait exactement ce qu'elle devait voir. Il montra à Yuriko un épisode ultérieur de Kamen Rider, présentant le dernier Kamen Rider nommé Stronger. Bien sûr, Yuriko n'avait aucune idée pourquoi il lui montrait une vieille émission de télévision, mais il lui dit de continuer à regarder. Dans cet épisode, une femme nommée Yuriko fut présentée et elle dit à Stronger qu'elle se battrait à ses côtés. Stronger était préoccupé car c'était une femme, mais fut rapidement stupéfait quand elle révéla sa transformation. Yuriko était l'humaine électro-onde appelée Tackle, un cyborg créé par un méchant, mais elle décida de se rebeller contre eux. Le père de Yuriko avait attendu le moment parfait pour lui montrer cela, car Tackle était la première femme guerrière et Kamen Rider. La petite Yuriko fut instantanément captivée en voyant son nouveau modèle vaincre d'innombrables sbires de Shocker. Tackle était une alliée des bons enfants et une guerrière juste. Alors Yuriko l'admirait sans fin. Bien sûr, cela signifiait pratiquer l'attaque Electro Wave Throw de Tackle et la terminer avec sa pose signature. Son père était là, à ses côtés, critiquant chaque étape pour s'assurer qu'elle imitait parfaitement sa nouvelle idole. Il était extrêmement bien versé dans tout ce qui concernait Kamen Rider, à tel point qu'il avait chaque maniérisme de Tackle gravé dans son esprit. Certains personnages raccourcissaient leur nom en se présentant, et Tackle en faisait partie, se faisant appeler Tak. Yuriko corrigea cela pour imiter son idole le plus fidèlement possible, jusqu'à ce que son père lui attribue un score parfait. Seule une nuit, Yuriko utilisa son Electro Wave Throw sur sa plus puissante Némésis et cela renversa accidentellement des vidéos. Parmi elles se trouvait l'épisode 30 de Kamen Rider, un épisode qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Yuriko, impatiente de voir son idole dans un épisode inédit, lança la vidéo mais fut confuse par son titre « Adieu Tackle, son ultime combat ». L'épisode fut absolument horrible pour Yuriko. Tackle fut gravement blessé par un docteur maléfique. Pour protéger Stronger et assurer la victoire, elle activa sa capacité ultime, l'Ultra Cyclone. Yuriko était en état de choc et comprenait à peine ce qui se passait. Tout ce qu'elle vit ensuite fut une explosion qui entraîna la mort de Tackle. Assister à la mort de Tackle était trop pour la jeune Yuriko et l'expérience traumatisante la laissa en miettes. Cela la plongea dans un abîme suffocant de désespoir, sans issue. Finalement, le père de Yuriko rentra du travail, horrifié de la trouver noyée dans ses propres larmes. Alors qu'elle se remettait de cette expérience, Yuriko se demandait pourquoi Tackle était morte et Stronger ne l'avait pas sauvée. Son père expliqua que l'ultra-cyclone de Tackle était un mécanisme d'autodestruction, un coup de grâce où elle sacrifiait sa vie pour vaincre l'ennemi. L'ennemi était trop puissant, elle n'avait pas d'autre choix. Sa vie s'est terminée, mais Tackle a sauvé la situation et protégé Stronger. Cela soulage Yuriko et son père ajoute que Tackle était sans aucun doute la meilleure héroïne. C'est exactement pourquoi il a nommé Yuriko d'après elle. Elle défendait la justice et peu importe à quel point elle était battue, elle continuait toujours à se battre. Tackle a même mené le bon combat jusqu'à la toute fin. Le discours de son père était exactement ce que Yuriko avait besoin d'entendre car il a finalement pu réparer son cœur brisé. Peu après, le père de Yuriko révéla qu'il lui avait confectionné un costume à porter. C'était le costume de Tackle et il déclara qu'elle n'était pas morte car elle était devant lui. Yuriko fut stupéfaite et fondit en larmes, se demandant si elle pouvait vraiment être Tackle. Son père versa aussi une larme en lui assurant qu'elle était Tackle et la confiance de Yuriko fut instillée. Yuriko fit la pose signature en s'annonçant comme l'humaine électro-onde Tak et elle dit à son fier père qu'elle serait Tackle désormais. Yuriko s'efforce de ressembler de plus en plus à Tackle chaque jour depuis. Elle a 24 ans, poursuivant cette voie tout en travaillant comme enseignante. Sa haine pour ce nouveau Kamen Rider est absolument accablante, elle le qualifie de faux et d'imposteur sans scrupule, elle refuse catégoriquement d'être surpassée par un simplet qui ne fait même pas les choses correctement et elle déclare avec force qu'elle est Tackle numéro 2.
Elle étale sa haine pour lui sur tout son tableau noir, mais les élèves n'ont absolument aucune idée de ce que cela peut bien signifier. Cette nuit-là, Naka annonce à ses hommes de main qu'ils vont s'attaquer à une série de 5 supérettes. Les gars n'arrivent pas à croire qu'ils continuent de faire ça, et ils sont absolument certains qu'ils se feront prendre très bientôt s'ils persistent à augmenter leur rythme de crime. Naka ne veut entendre aucune plainte cependant, et il révèle qu'il se joindra à eux cette fois-ci. Les hommes de main tentent de dire qu'ils peuvent gérer les choses eux-mêmes, mais Naka a un message très clair pour eux. Il explique de manière dramatique qu'il est un combattant, mais qu'il n'y a plus vraiment besoin de gens comme lui de nos jours. Le mieux qu'il puisse faire, c'est de les traîner tous les trois, agissant comme s'il était encore un enfant. Naka dit qu'il aurait préféré ressembler à un monstre, comme le Spider-Man de Kamen Rider, mais les hommes de main n'ont toujours absolument aucune idée de ce dont il parle. Son discours est terminé cependant, alors il dit à son équipe de se préparer et de s'assurer qu'ils mettent un peu de cœur à l'ouvrage cette fois-ci. Ailleurs, Asano confesse qu'il aime Eureka. Il avait à peine eu le courage de le faire, mais maintenant qu'il l'a fait, Asano s'assure de le répéter encore et encore, sans cesse. Recevoir une confession de la part d'un de ses élèves choque Yuriko et la laisse complètement sans voix. Non loin de là, Naka et son groupe cambriolent une supérette et partent pour la suivante. Les gars paniquent en voyant la police arriver et Yuriko est stupéfaite lorsqu'elle voit un cambriolage de choqueurs se dérouler juste sous ses yeux. En plus de cela, leur chef semble être plutôt puissant. Naka ne craint absolument pas la police, alors il frappe instantanément l'un d'eux au visage. Asano est inconscient du monde qui l'entoure alors qu'il continue de se confesser à Yuriko, mais elle est horrifiée en voyant Shocker anéantir la police. Les hommes de main se demandent si c'est une bonne idée de tabasser la police, mais Naka est déjà en route pour la prochaine supérette. Le choc de Yuriko se transforme rapidement en horreur lorsqu'elle réalise que les voleurs de Shocker sont sur le point de s'échapper. Ils ont été sa proie depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, alors elle abandonne l'enfant et les poursuit. Ailleurs, Tojima lit l'article sur les exploits héroïques de Kamen Rider et il est toujours incrédule que ce soit réellement lui qui ait fait tout ça. Juste à ce moment-là, sa mâchoire manque de tomber par terre alors qu'il rencontre à nouveau les voleurs de Shocker. Il les interpelle en annonçant sa présence, mais ils n'ont absolument aucune idée de qui il est. Tojima réalise rapidement son erreur et s'accroupit pour enfiler son costume. Il met son masque en disant « transformation » et en prenant la pose emblématique du Kamen Rider. Les hommes de main le reconnaissent immédiatement comme le type qui les a battus l'autre jour, et Naka n'est clairement pas content du tout. Tojima déclare qu'il est Kamen Rider, et les émotions derrière cette déclaration sont toujours aussi puissantes alors qu'il commence à verser des larmes à nouveau. Tojima annonce qu'il les cherchait, mais les hommes de main ne peuvent que penser au fait qu'il pleure encore. Non loin de là, Asano poursuit désespérément l'amour de sa vie. Mais elle est bien trop concentrée sur sa cible. Les choses prennent cependant une tournure encore plus folle pour elle, alors qu'elle aperçoit la personne qu'elle déteste le plus au monde. C'est le type qui a vaincu les voleurs de Shocker qu'elle était censée éliminer en premier. Pire encore, c'est un imposteur Kamen Rider, à l'allure bon marché qui se promène en portant juste un masque. Ses crimes contre l'humanité ne peuvent être ignorés, alors elle jure de l'arrêter. Pendant ce temps, Tojima est prêt pour la bataille, alors il dit aux hommes de main de Shocker de se lancer. Il est clair pour Yuriko qu'il essaie de lui voler sa proie à nouveau, mais elle refuse de laisser cela se produire sous sa surveillance. Elle prononce le nom d'Asano pour le calmer et tous ses rêves les plus fous se réalisent alors qu'elle se déshabille juste devant tout le monde. Rien n'est plus important pour Yuriko que ses objectifs. Alors elle enfile son uniforme de tackle et demande à Asano de tenir son sac. Tojima en a assez de voir Shocker rester là sans bouger, alors il décide qu'il devra attaquer le premier pour mettre fin à leur vague de crimes. Il commence de manière dramatique à dire émeute ou coup de poing, mais il est interrompu par Yuriko dont l'attaque l'envoie voler. Les voleurs de Shocker n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe et Yuriko prend la pose emblématique en s'annonçant comme la technicienne humaine électro-onde. Personne n'est plus choqué que Tojima car il la reconnaît instantanément comme Tackle de la série et elle déclare que Tackle est toujours en vie. Les hommes de main se demandent si seul son corps a mûri car son cerveau pense encore comme celui d'un enfant. L'un d'eux lui offre des bonbons mais Yuriko montre rapidement que ce n'est pas un jeu en les soulevant. Tojima n'en croit pas ses yeux et Yuriko utilise son lancer électro-onde pour envoyer le type directement sur les autres voyous. Tout le monde regarde avec un étonnement total alors que Yuriko a vaincu les méchants. Yuriko se précipite pour récupérer son sac et Asano la remercie de lui avoir offert cette opportunité. Elle doit l'empêcher de dire son vrai nom et il promet de garder son secret. Yuriko fait sa sortie héroïque et Asano confesse une fois de plus son amour. Naka est agacé par la fille alors qu'il retire son masque et il dit à Tojima que la rancune entre eux n'est pas terminée du tout. Tojima s'empresse de faire remarquer que la fille l'a frappé aussi, mais il n'y a pas le temps de parler car des sirènes de police peuvent être entendues au loin. Naka s'exclame simplement qu'il a toujours préféré Shocker et il part avec son équipe. Tojima retire son masque et se demande qui était cette fille.
C'est un mystère complet, mais il y a autre chose chez elle qui le captive profondément. Cette fille semble aimer Tackle autant qu'il aime Kamen Rider, ou peut-être même encore plus. Le lendemain matin, Yuriko est ravie de voir qu'il y a cette fois des articles sur Tackle. Plus tard, Naka et son équipe se rassemblent à nouveau après avoir été vaincus. L'un d'eux se demande ce que Naka tient, alors il révèle qu'il a trouvé un masque de monstre dans un magasin. Il était en solde, alors il l'a acheté et l'a un peu customisé. Naka le met et stupéfie ses subordonnés en déclarant que le porter le transforme en un monstre connu sous le nom de Yakuza-man. Il se demande à quoi il ressemble, mais les hommes de main sont complètement sans voix. Naka est pourtant tout à fait sérieux en soulignant qu'il y a maintenant des émeutiers et une tackle dans les rues. S'il y a de la place pour eux, alors il y a de la place pour un monstre comme Yakuza-man. Il annonce qu'ils vont continuer leur travail ce soir, mais les gars espèrent vraiment qu'ils ne parlent pas de ce qu'ils pensent qu'il est. À leur grand désarroi, Naka déclare qu'ils vont s'attaquer à une autre supérette. Au Rosemart, tout proche, un streamer parle à son chat. Il révèle qu'il va acheter pour 100 000 yens de snack parce que c'est du contenu de première qualité et il vide une étagère entière sans laisser un seul article. Juste à ce moment-là, les voleurs de Shocker arrivent. Ils terrorisent tout le monde et Naka ordonne à la caissière de lui donner tout l'argent. La jeune fille se contente de crier à l'aide sans bouger d'un pouce, alors Naka se demande pourquoi elle ne s'enfuit pas tout simplement. Le streamer se cache à proximité et au lieu de faire quoi que ce soit d'utile, il décide de changer le titre de son stream en cambriolage Shocker en direct. Il est sûr que des centaines de spectateurs vont affluer, mais l'un des hommes de main le repère. L'homme de main fait remarquer que le gamin prend beaucoup trop de snacks, mais le streamer ment simplement et dit que c'est son dîner. Le Shocker s'inquiète que le gamin grossisse, mais le streamer souligne qu'il l'est déjà en fait. Tout cela est assez effrayant car la vie du gamin pourrait être en danger, mais il est toujours excité parce que le stream explose. Il a été publié sur des sites d'information et les spectateurs arrivent par milliers, c'est incroyable. Son nombre de spectateurs approche rapidement les 100 000 et il pense que c'est enfin son moment de gloire, son heure de briller. Non loin de là, nous voyons que Tojima regarde le live stream et il se précipite sur place avec la justice en tête. Il remarque une fille inconnue se précipiter à côté de lui et ils se demandent tous les deux où ils se sont déjà vus auparavant. De retour à la supérette, un homme dit à Naka qu'il est en train de devenir une véritable nuisance. Le streamer n'arrive pas à croire le contenu qu'il obtient car il y a maintenant un client justicier sur les lieux. Naka exige de savoir qui est ce type, mais le type explique simplement qu'il est quelqu'un qui leur dit d'arrêter ce qu'ils font, tout simplement. Les hommes de main se demandent si ce type se prend pour une sorte de héros, mais il se trompe complètement. Ce type prend étonnamment la pose de Shocker et se transforme instantanément. Naka et son équipe se figent, émerveillés par ce qu'ils viennent de voir, car ce type est clairement ce qu'il faisait semblant d'être. Le streamer n'a pas de mots non plus, et les deux héros sont horrifiés par l'arrivée de ce type. L'homme est fatigué des discussions sur les cambriolages de Shocker qui ont lieu récemment, et il est profondément dégoûté. Il appelle Naka et son équipe des imposteurs de Shocker, et il leur dit d'écouter attentivement le son de la vraie chose. Nos deux héros arrivent sur les lieux du cambriolage, et Tojima s'excuse nonchalamment avec une certaine désinvolture. Il ne veut pas que son identité soit découverte, alors il s'accroupit pour mettre son masque et déclare que sa transformation est complète. Yuriko est horrifiée car elle réalise seulement maintenant que le type qui se faisait appeler Kamen Rider est apparu, juste là. Tojima se tourne de manière dramatique pour annoncer son arrivée, mais Yuriko l'interrompt avec colère. Elle déclare que ce qu'il fait n'a rien à voir avec Kamen Rider et elle se déshabille pour lui montrer comment on fait la vraie manière. Yuriko enfile son uniforme complet et annonce qu'elle est la technicienne humaine Electro 11. Tojima est choqué de revoir la tackle de l'autre jour et elle souligne que Tojima n'est qu'un homme d'âge moyen qui porte un masque bon marché sans plus. Tojima ne peut que se demander comment elle n'a pas honte de porter un uniforme complet comme elle le fait, mais elle n'a absolument pas honte du tout. Ce petit moment fait réaliser à Tojima qu'il n'a pas vraiment honte non plus en fait. Juste à ce moment-là, les voleurs sortent en trombe du magasin après avoir été frappés par le membre de Shocker. Le streamer n'arrive pas à croire qu'il obtient un contenu aussi génial pour son stream, mais il est emmené par quelqu'un, de force. Naka reste debout, dans une incrédulité totale, et il ne peut que trembler en se demandant qui est ce type. Il ne peut que se demander si ce type est un vrai Shocker de la série originale, et le type confirme simplement qu'il l'est, oui. Naka est maintenant celui qui verse des larmes, car il a toujours admiré Shocker depuis qu'il était enfant. Naka commence à raconter son histoire d'enfance et comment il a été inspiré par Shocker pour devenir un chef de gang, mais le type ne s'en soucie pas une seule seconde. Il ne perd pas de temps et donne un coup de pied à Naka qui s'envole au plafond. Il se tient menaçant tandis que le corps de Naka se balance dans les airs et Yuriko ne sait pas trop quoi penser de la situation. Elle est surprise cependant de voir que Tojima est en larmes. Il aime tout ce qui touche à Kamen Rider et voir le vrai Shocker est une situation absolument incroyable, presque irréelle.
Tojima se met instantanément en position d'attaque car avoir un vrai choker devant lui signifie que le type pourra encaisser ses attaques les plus puissantes. Il déchaîne son Rider Punch alors que la chanson thème de Kamen Rider résonne dans sa tête et le choker est incrédule car il doit se protéger de l'attaque. Il devient furieux cependant, alors il riposte avec force. Son coup de poing envoie Tojima s'écraser au sol de manière dramatique, mais cela rend Tojima encore plus ému. C'est comme une scène tout droit sortie de la série Kamen Rider, et le fait que tout soit si réel le laisse en état de choc total. Tojima dit de manière dramatique au choker de se préparer pour sa prochaine attaque, mais Yuriko le repousse d'un coup de poing parce qu'elle veut son tour. Elle annonce qu'elle n'est rien comme le Kamen Rider en herbe, et qu'elle est plutôt la preuve que Tackle est toujours en vie. Yuriko charge en disant qu'elle est aussi une tackle et elle commence instantanément par esquiver l'attaque du type. Elle enchaîne avec une contre-attaque incroyablement puissante, mais le choker n'est pas un novice, loin de là. Il lance lui-même un coup de pied terrifiant, mais il est stupéfait lorsque Yuriko parvient à l'esquiver. Elle enchaîne avec un pile driver de forme parfaite appelé le lancer électro-onde et elle l'écrase au sol avec force. Tojima saute de nouveau dans le combat à ce moment précis et utilise un rider kick pour écraser les entrailles du choker. Yuriko est choquée de voir une attaque aussi puissante et elle se demande s'ils ont vraiment battu un vrai choker. Elle devient rapidement contrariée car elle aurait souhaité que Tojima n'intervienne pas, mais les lumières s'éteignent dans le magasin. Un homme mystérieux apparaît et il exprime son incrédulité de voir que de simples humains sont capables de double de battre un combattant. Nos héros n'ont absolument aucune idée de qui est ce type terrifiant, mais il y a une sorte de pouvoir qui émane de son corps. Il est capable de choses vraiment étranges alors qu'il laisse tomber le corps du streamer et que celui-ci se transforme en une pile de bouillie. Nos héros sont alors horrifiés lorsque la bouche du type s'ouvre pour révéler qu'il est une sorte de monstre. Une fléchette s'envole alors de sa bouche et frappe le combattant choker, le corrodant également. Le type prend un moment pour envisager de faire la même chose à Naka, mais décide de ne pas le faire car se débarrasser de trop d'entre eux pourrait lui causer des problèmes plus tard. Nos héros sont dans une incrédulité totale alors que ce type s'en va, et ils réalisent à tous les deux qu'il était le membre de Shocker le plus authentique qu'ils aient jamais rencontré. Ensuite, nos héros se révèlent à leurs véritables identités mutuellement. Yuriko souligne que courir avec juste un masque en prétendant être Kamen Rider est inacceptable pour un homme de 40 ans comme Tojima. Elle dit que c'est quelque chose que seul un enfant devrait faire, mais Tojima déclare fièrement que son cœur est plus Kamen Rider que celui de n'importe quel enfant ne pourrait jamais l'être. Yuriko ne sait même pas comment répondre à cette déclaration complètement insensée. Cependant, elle est reconnaissante pour cette conversation ridicule. Cela l'aide à éviter de se fixer sur ce qu'ils viennent de voir, ce spectacle. Shocker est plus réel qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer, et ils viennent aussi de battre l'un de leurs combattants. Pire encore, ce type était un véritable monstre, mais Yuriko n'arrive toujours pas à s'en remettre, à le comprendre. Juste à ce moment-là, nos héros sont surpris lorsque leur serveur sait exactement de quoi il parle. Il regardait le stream quand tout s'est passé, et il se présente comme Mitsuba. Il est en fait le gérant de ce restaurant, et il révèle qu'il est exactement comme eux deux en fait. Ils sont tous du même acabit et il l'a su dès l'instant où ils ont franchi la porte avec leur déguisement. Yuriko précise qu'ils ne sont pas des cosplayers ou quoi que ce soit. Mais Mitsuba le sait déjà, il est au courant. Il a pu voir à quel point ils étaient sérieux par la conversation qu'ils avaient. C'est pourquoi il a décidé de leur dire quelque chose d'important. Mitsuba confirme que Shocker existe bel et bien et explique qu'il est l'un des rares témoins de leur malfaisance. Mitsuba propose de leur raconter son histoire, mais prévient qu'elle est très longue. Il explique qu'elle couvre toute sa vie, de son enfance jusqu'à maintenant, et que ce serait probablement assez d'informations pour remplir l'équivalent de 5 romans entiers. Il faudrait 3 heures pour la raconter en conversation, mais cela pourrait se transformer en 6 heures s'il se laissait emporter à tout expliquer. Tojima est très impatient d'écouter chaque détail, mais Yuriko pense que ce serait un bon moment pour elle de rentrer chez elle. Malheureusement, Mitsuba a déjà commencé à raconter une histoire et nous voyons qu'une mystérieuse jeune fille les observe. Mitsuba explique que tout a commencé quand il avait 6 ans. Il y avait une maison devant laquelle lui et son frère passaient tous les jours en rentrant de l'école et cet endroit était une propriété négligée. C'était une maison de jardin envahie de fruits, alors des tomates et des pastèques poussaient partout sans contrôle. Un jour, ils ont été terrifiés par un type qui est sorti de cette maison, mais il leur a juste offert quelques légumes, très simplement. Mitsuba et son frère ont adoré le goût des tomates, alors l'homme a proposé de continuer à leur en donner davantage chaque fois qu'il ne voulait pas faiblir passer. Malheureusement, les voisins du type n'aimaient pas tellement sa maison, alors ils ont commencé à déposer des plaintes sur la façon dont tous ces fruits attirèrent des animaux indésirables et leur déjection. Les types qui sont venus l'informer étaient terrifiés par les abeilles présentes, alors ils sont partis et leur ont juste dit de nettoyer les choses. Mitsuba et son frère passaient ensuite, car à ce stade, ils s'étaient habitués à goûter tous les fruits et légumes que l'homme avait à offrir.
Cependant, l'homme se faisait aussi dire de se débarrasser de toutes ces plantes par des voyous. On ne sait pas pourquoi ils étaient si contrariés, mais ils ont même menacé de brûler toutes ces plantes jusqu'au sol, ainsi que toute la maison. L'homme n'a prêté aucune attention à leurs menaces, cependant, et au lieu de cela, il leur a juste proposé de manger autant qu'ils voulaient de n'importe quel fruit ou légume qu'il avait. Les gars étaient furieux alors qu'ils rappelaient à l'homme à quel point ils étaient sérieux. Toute la vie de l'homme était en danger et ils ont dit qu'ils ne voulaient aucun de ces stupides légumes. L'homme a supposé qu'il n'était tout simplement pas fan de légumes, alors il lui a offert des kakis à la place. Pour changer, le voyou a répété avec colère ce qu'il venait de dire, mais s'est arrêté en se souvenant que les kakis sont en fait plutôt bons. Il en a essayé un et a été stupéfait par sa saveur délicieuse. L'autre voyou l'a rejoint et leurs vies ont été changées à jamais. Juste à ce moment-là, Yuriko interrompt la charmante histoire et rappelle à Mitsuba qu'il était censé leur parler de Shocker. Mitsuba, cependant, est un adepte de la bonne narration et il rappelle à ses auditeurs qu'une bonne introduction est la meilleure façon d'intéresser davantage les gens à l'histoire. Mitsuba continue juste après que les voyous aient fini de savourer le fruit savoureux. L'homme leur a dit qu'il pouvait revenir quand il voulait, mais l'un des voyous l'a juste frappé à la place. Les enfants ont été choqués et le voyou a expliqué que la qualité du fruit n'avait aucune importance. Les voisins de l'homme les avaient bien payés pour le menacer, mais le voyou voulait qu'il sache que ce n'était pas personnel en réalité. En guise de remerciement pour le fruit, les hommes ont décidé de revenir le lendemain pour régler l'affaire, mais l'homme avait déjà pris sa décision. Il savait qu'il ne pouvait plus vivre dans cette maison, et les voyous étaient contents qu'ils commencent enfin à comprendre. Il s'avère que ce sont eux qui se méprenaient, cependant, car l'homme a expliqué qu'il brûlerait sa propre maison avec les voyous sans hésitation. Le comportement de l'homme a complètement changé à ce moment précis, alors qu'il répétait que tout devait brûler, y compris les voyous. Toutes les personnes impliquées ont alors été complètement stupéfaites lorsqu'il s'est transformé en un véritable choqueur. Les voyous ont quand même essayé de le combattre, mais ont fini par être détruits. Mitsuba et son frère se sont cachés, terrifiés, et le type est calmement retourné chez lui. Le combattant choqueur a immédiatement mis le feu à sa maison avec une énorme explosion. Alors les enfants ont réveillé les voyous pour qu'ils puissent tous s'échapper. Tojima est laissé sans voix alors que Mitsuba explique que c'était sa première rencontre avec Shocker et que cela a commencé sa recherche de toute une vie pour les retrouver. Mitsuba explique ensuite que cela ne fait que devenir plus dramatique à partir de là. Yuriko n'arrive pas à croire qu'il y ait encore plus à son histoire, mais Tojima est au bord de son siège, impatient d'entendre ce qui va se passer ensuite. Jasen, l'une des employées de Mitsuba, lui rappelle que rester assis avec les clients n'est pas un comportement de manager approprié. Mitsuba accepte docilement de retourner travailler quand elle le lui dit, et il explique à nos héros qu'il sort en fait avec cette fille. Mitsuba suppose que sa petite amie est juste jalouse à cause de l'attrait de Yuriko, mais Tojima dit qu'il n'avait pas vraiment besoin de savoir tout cela en fait. Mitsuba a cependant une dernière chose importante à leur dire. Il révèle que Shocker a déjà infiltré la société humaine à un degré très considérable et qu'il pourrait être absolument n'importe où sans qu'on le sache. Tojima ne s'est jamais senti aussi vivant après avoir entendu tout cela, et Yuriko convient qu'ils devront combattre Shocker parce qu'elle est tackle. Tojima devient nerveux en lui demandant si elle veut aussi entendre son histoire personnelle, mais Yuriko n'est pas intéressée du tout. Elle met fin à la journée, mais Tojima lui demande d'abord d'échanger leurs coordonnées. Il précise que c'est uniquement pour des raisons professionnelles, car ils combattront tous les deux Shocker, mais il est clairement nerveux, on le voit bien. Tout près, Mitsuba s'excuse auprès de Yukoriso, car elle semble contrariée par son comportement et le fait qu'il se joigne à des inconnus. Elle se demande simplement s'il l'aime vraiment, alors quand il répond par l'affirmative, elle retourne joyeusement à son travail. Au fond de lui, Mitsuba s'excuse de ne pouvoir révéler la vérité à Yukoriso. Il ne veut absolument pas qu'elle soit blessée et au contraire, il souhaite la combattre pour la protéger. Yukoriso s'éloigne joyeusement, complètement inconsciente de ses pensées profondes, mais elle devient ensuite très sérieuse un instant. De retour à l'école, Asano écoute attentivement Yuriko alors qu'elle enseigne un poème à sa classe. Cela le fait repenser aux plus beaux jours de sa vie entière et il se demande si tout cela n'était qu'un rêve. C'était quand Yuriko s'est transformée juste devant lui et il se rappelle que cela n'aurait pas pu être un rêve car les gens en parlaient en ligne. L'idée d'être le seul à connaître son secret le rend encore plus fou et les choses prennent une tournure complètement démente dans son esprit. Il s'imagine alors lui demander des choses en échange de la garde de son précieux secret. La Yuriko imaginaire se demande de quel genre de choses il parle, mais Asano répond dans la vraie vie en disant qu'il veut toutes sortes de choses. Bien sûr, personne n'a la moindre idée de ce dont il parle, alors toute la classe se moque de lui bruyamment. Plus tard, Asano décide qu'il doit être plus confiant, mais il remarque que Yuriko parle à quelqu'un à l'intérieur du débarras du gymnase. La conversation est un peu gênante alors que Yuriko dit à la jeune fille de lâcher sa main. La jeune fille confesse son amour pour Yuriko, choquante à la fois cette dernière et Asano.
La jeune fille comprend que Yuriko ne la reconnaît pas, alors elle change sa coiffure et révèle qu'elle est Yukoriso, celle du restaurant. Yukoriso change complètement de ton et exige de savoir ce que Yuriko compte faire avec son petit ami. Yukoriso traite Mitsuba de stupide pour son obsession envers Kamen Rider et Shocker, et pour avoir misé toute sa vie à prouver que Shocker est réel. Selon elle, il est plutôt séduisant, ce qui le rend assez populaire, mais les filles ne lui parlent jamais plus d'une seule fois. Il n'y a jamais eu une seule fois où une fille lui ait parlé 2 fois, et elle se demande si Yuriko peut deviner la raison. Yuriko ne répond pas, alors Yukoriso explique que c'est parce qu'elle les tabasse toujours à mort. Cette fille explique ensuite que bien qu'elle déteste l'obsession de Mitsuba pour Shocker, elle l'aime le plus quand il en parle avec passion. Yuriko n'a aucune idée de ce que cette fille veut dire, alors elle lui dit simplement que c'est une information que Yukoriso doit garder pour elle. Yukoriso rit comme une psychopathe absolue, alors Yuriko commence à partir, mais la fille folle a encore une chose à dire. Elle révèle que le meilleur dans tout cela, c'est que Mitsuba est incroyablement obsédé par l'idée de faire tomber Shocker, mais il ne réalise pas que sa propre petite amie en est membre. Cela arrête Yuriko net, et elle est stupéfaite quand Yukoriso se transforme. Elle est dans la pose classique, et elle dit à Yuriko qu'il est temps que sa vie se termine. Asano perd complètement la tête après avoir vu une vraie transformation, mais son cri efféminé le fait repérer. Yukoriso réalise qu'il vient de voir sa véritable identité et décide que sa vie doit également prendre fin. Heureusement pour lui, Yuriko est toujours prête à se transformer, et elle dit à Yukoriso que la vie de personne ne se terminera aujourd'hui. Yuriko se présente comme la voix électro de la technologie humaine, mais Yukoriso se moque simplement de son uniforme. Elle déclare qu'un costume n'aidera pas Yuriko à survivre, mais Yuriko lui donne un coup de pied qui la projette à travers la pièce. Yuriko renvoie Asano chez lui, mais Yukoriso refuse de le laisser vivre après avoir vu son secret. Elle annonce qu'elle va prendre leur devise humaine pitoyable, mais Yuriko souligne que son petit ami est aussi un être humain. La voix de Yukoriso redevient celle d'une jeune fille pour dire qu'il ne compte pas, mais elle se remet instantanément à se battre comme une brute. Ses coups de poing sont féroces et Yuriko ne peut survivre qu'en esquivant et en bloquant l'un d'eux avec son pied. Yukoriso n'arrive pas à croire que Yuriko parvienne à survivre aussi longtemps, alors elle lui rappelle qu'elle n'est qu'une simple humaine. Yukoriso prévoit de mettre fin au combat avec son prochain coup de poing, mais Yuriko fait seulement semblant d'être touchée. En réalité, elle utilise l'attaque de Yukoriso pour prendre l'avantage, et elle déclare que son prochain mouvement s'appelle le lancer électro-onde. L'attaque est incroyablement puissante alors qu'elle projette Yukoriso au sol, la tête la première. Ailleurs, Tojima s'entraîne, mais il est interrompu par un message de Yuriko lui demandant de l'aider pour quelque chose. Plus tard, nos héros apportent le corps inconscient de Yukoriso à Mitsuba. Il ne peut pas dire qui c'est, alors Yuriko révèle que sa petite amie fait en fait partie de Shocker. Mitsuba n'y croit pas vraiment au début, mais son visage est clairement le même et il est horrifié. Yuriko ne peut même pas imaginer la douleur qu'il doit ressentir après avoir découvert que quelqu'un qu'il aimait fait partie de Shocker, mais ils ne peuvent pas non plus croire qu'il ne l'ait jamais remarqué. Sous le choc, Mitsuba révèle que Shocker est aussi l'ennemi juré de toute sa famille. Tojima est incroyablement intrigué par ce nouveau détail, alors Mitsuba décide qu'il devra simplement leur raconter la suite de son histoire. Elle s'appelle Mitsuba, son frère chez Shocker, l'arc de la rencontre avec le monstre. Tojima a hâte d'entendre cela, mais Yuriko espère juste qu'il ira droit au but cette fois-ci. Mitsuba explique ensuite qu'après avoir découvert Shocker pendant l'été, lui et son frère sont allés séjourner chez leurs grands-parents. Une nuit, des voleurs sont sortis de nulle part et ont tabassé leur grand-père. Les voleurs se sont disputés sur la façon de l'attacher, mais le frère de Mitsuba devenait furieux après avoir vu ce qu'ils avaient fait à son grand-père. Le nom de son frère est Echiyo et tout son corps était rempli de rage. Echiyo a ensuite montré des compétences de combat incroyables en commençant à tabasser le voleur. Le voleur en a finalement eu assez cependant, et il a révélé qu'il était un combattant Shocker. C'était la deuxième rencontre du frère avec un Shocker cependant, donc Echiyo n'a ressenti aucune peur. Ses puissantes attaques ont repoussé le Shocker, mais le Shocker était implacable avec son contre-coup de poing. Mitsuba a également reçu un coup de poing et la famille a été ligotée. Les voleurs étaient des criminels recherchés car ils venaient de commettre un autre crime, mais la femme ne pouvait pas comprendre quelque chose. Le gars était un combattant Shocker, mais il commettait des crimes avec une humaine comme elle. Elle ne savait pas pourquoi il voudrait faire cela car cela signifierait que la police et Shocker le poursuivraient. Le gars ne s'en souciait pas vraiment, cependant, car il pensait simplement qu'ils formaient une équipe cool comme Bonnie et Clyde. Malheureusement pour eux, leur petite fantaisie allait connaître une fin terrible alors que la grand-mère de Mitsuba rentrait à la maison. Echiyo l'informa rapidement qu'ils étaient en train d'être cambriolés et le voleur fut stupéfait de voir à quel point cette mamie était énorme. Cette mamie a enfoncé un râteau dans l'épaule du voleur et elle a délié sa famille. Elle a commencé à traîner les voleurs hors de sa maison, mais le gars s'est retransformé en combattant.
Echio voulait se précipiter pour aider sa grand-mère, mais le bon vieux grand-père a expliqué qu'elle pouvait très bien se débrouiller seule. Ils furent choqués cependant lorsqu'ils entendirent un bruit terrifiant. Ils se précipitèrent dehors et ce qu'ils virent ensuite traumatiserait les garçons pour le reste de leur vie. Une bête massive avait massacré les trois, y compris la grand-mère. Grand-père était absolument horrifié de voir le corps sans vie de la femme qu'il aimait tant. Il l'appela et chargea la bête avec colère. Bien sûr, il n'était pas de taille face à cette créature qui se débarrassa facilement de lui avec une seule attaque. Les frères étaient figés de terreur et la bête se lamenta simplement de la tournure désastreuse des événements. Il vit les garçons mais les traita juste de gamins et il s'envola. Les frères étaient complètement impuissants et tout ce qu'ils purent faire fut de sangloter pour leurs proches disparus. Mitsuba dit qu'il ne peut pas en être sûr, mais cette bête était très probablement un monstre Shocker. Juste à ce moment-là, une voix confirme que ses grands-parents ont été éliminés par Shocker. Son entrée est tout aussi dramatique que celle de nos héros, et Yuriko n'arrive pas à croire l'aura qu'il dégage. Mitsuba révèle que c'est son frère Echio et il leur a demandé de venir rencontrer nos héros. Soudain, Mitsuba réalise que quelque chose de terrible pourrait arriver. Les frères ont désespérément cherché à se venger de Shocker toute leur vie pour Jirae, alors Mitsuba ne sait pas ce que son frère fera s'il voit Yukoriso sous sa forme Shocker. Ce sera sûrement un désastre. Alors il décide d'essayer de le cacher. Echio prononce le mot ouragan alors qu'il s'élève dans le ciel et atterrit de la manière la plus dramatique possible. Nos héros se présentent et les choses deviennent très tendues lorsque Tojima révèle qu'ils ont déjà combattu Shocker. Echio semble presque en colère après avoir entendu cela et il exige de savoir qui ils sont vraiment. Yuriko ne peut pas comprendre pourquoi il agit ainsi, mais Tojima sait exactement quoi faire. Echio regarde ensuite avec étonnement Tojima faire la pose légendaire en disant « Rider, transforme-toi ». Echio peut à peine se contenir en assistant à cette incroyable transformation et Tojima la complète en mettant son masque tout en annonçant qu'il est Kamen Rider. Echio se ressaisit rapidement cependant car il a une question à poser. C'est vraiment simple, alors il demande juste qui Tojima considère comme le Kamen Rider le plus fort. Tojima n'hésite même pas en commençant à dire que c'est l'original, mais Echio l'interrompt brusquement. Il fait lui-même la pose de Kamen Rider de manière spectaculaire, mais il fait la transformation V3. Echio déclare alors que le Kamen Rider le plus fort est en fait V3. Tojima, bien sûr, a un gros problème avec cela, alors il dit à Echio qu'il ferait mieux d'être prêt à soutenir ses paroles. Les autres sont alors choqués lorsque Tojima le défie directement et Yuriko ne peut même pas comprendre ce qui se passe réellement. Echio explique qu'un masque ne fera de personne un vrai Kamen Rider et il n'a pas besoin de quoi que ce soit de tel, il ne porte aucun costume et fait juste la pose emblématique de V3. Son regard est très intense et il demande à Tojima s'il peut voir V3. Tojima le regarde de très près et est absolument choqué quand il réalise qu'Echio est réellement capable d'incarner V3 même sans aucun uniforme. Tojima déclare qu'il peut vraiment le voir, mais Yuriko pense juste qu'ils sont tous les deux fous. Echio explique alors de manière dramatique qu'après que ses grands-parents lui aient été brutalement enlevés, il a abandonné son humanité et a dédié tout son être à la vengeance. Rien n'a jamais compté plus pour lui que de s'assurer que les coupables finiraient un jour par faire face à la justice. Ce n'est qu'à travers ce processus épuisant que son âme elle-même est devenue V3. Echio a gagné le respect de Tojima, mais cela ne signifie pas que V3 est le plus fort. Tout ce que cela signifie, c'est que leur combat serait un match de rêve entre le premier Rider et V3. Les deux gars se préparent au combat, mais Yuriko ne comprend toujours pas où ils veulent se battre en premier lieu. Tojima commence par utiliser son coup de poing Rider Signature, mais il est choqué quand Echio utilise un coup de poing pour le dévier. Yuriko est émerveillé par cette technique incroyable, mais Tojima ne peut même pas comprendre ce qui vient de se passer. Echio explique que V3 a reçu les pouvoirs combinés des Kamen Riders 1 et 2. Echio est bien sûr un grand fan, donc il n'aurait pas pris ce nom s'il n'était pas à la hauteur. C'est pourquoi il a fait de grands efforts pour apprendre toutes sortes d'arts martiaux. En ce qui concerne Tojima, cependant, Echio peut dire, par sa seule attaque, que le style de combat de Tojima est autodidacte. Echio déclare alors que l'écart entre eux est insurmontable et Tojima n'est tout simplement pas de taille face à lui. À cause de ces mots, Yuriko décide qu'elle devra être la prochaine à combattre Echio. Yuriko se prépare à prendre sa pause, mais elle est interrompue par un Tojima furieux. Son comportement a complètement changé car son honneur est insulté, alors il dit à Yuriko de rester en dehors de cette affaire. La rage est claire dans ses yeux, alors qu'il déclare que ce combat est le sien, et le sien seulement. Yuriko regrette en fait de s'être mêlée à l'action et Echio est choquée quand elle reprend ses vêtements normaux. Elle lui permet de continuer, mais Echio est toujours stupéfait par ce qu'il a vu. Tojima n'est pas d'humeur à jouer, cependant, alors il assène un coup de poing direct au visage d'Echio.
Il rappelle à Eiichiro de se concentrer sur son adversaire et enchaîne avec un autre coup de poing Rider. Eiichiro se demande si c'est vraiment le seul mouvement qu'il connaît et il l'esquive facilement. Tojima parvient cependant à placer l'un de ses coups de poing et Eiichiro est stupéfait par la lourdeur de son poing. Il y a une tonne de puissance derrière son coup de poing et Tojima en place plusieurs autres. Eiichiro cependant a des mouvements acrobatiques incroyables et l'un d'eux s'appelle le coup de pied vrille V3. Cette attaque émerveille tous les spectateurs, mais Eiichiro n'en croit pas ses yeux quand il voit que Tojima l'a juste encaissé de plein fouet et bloqué. C'est à ce moment précis qu'Eiichiro réalise quelque chose et il recule. Il est toujours incrédule et il se demande si Tojima est quelqu'un avec le même genre d'âme que lui. Ce développement intéressant le motive encore plus pour leur bataille, mais tout s'arrête brusquement quand Yukoriso se réveille. Il faut un peu trop de temps à Eiichiro, mais il finit par fixer ses yeux sur sa ceinture Shocker. C'est le pire cauchemar de Mitsuba car Eiichiro réalise qu'elle fait partie de Shocker et il perd la tête. Yukoriso est horrifié de voir qu'elle est toujours sous sa forme Shocker, mais il est trop tard pour faire quoi que ce soit alors que le furieux Eiichiro la charge. Il met toute sa rage vengeresse derrière ce seul coup de poing, mais il est stupéfait quand son propre frère l'arrête. Eiichiro confus crée une certaine distance et exige de son frère qu'il explique pourquoi il défend une Shocker. Mitsuba comprend ce qu'elle est, mais il explique aussi que Yukoriso est sa petite amie. Yukoriso finit par être plus horrifié que quiconque en réalisant que Mitsuba connaît son secret. Eiichiro n'a jamais été aussi en colère après avoir entendu cela, alors il ne peut même pas vraiment y croire et il dit à Mitsuba de le répéter. Mitsuba ne recule pas d'une seule seconde et dit encore une fois que Yukoriso est peut-être une Shocker, mais elle reste sa petite amie. C'est de la musique aux oreilles de Yukoriso alors qu'elle commence à rougir et elle dit aussi à Mitsuba de le répéter. Mitsuba le dit courageusement pour la troisième fois, alors Yukoriso lui dit qu'elle l'aime plus que tout au monde. Eiichiro regarde avec horreur, mais Yukoriso explique qu'elle a autre chose à dire. Mitsuba connaît son identité maintenant, donc ce qu'il faisait ne peut plus continuer. Sa mission en tant que membre de Shocker était d'approcher ceux qui connaissaient leur existence et de les surveiller attentivement. S'ils avaient des camarades, alors c'était son travail de s'assurer qu'ils emportent toutes les connaissances qu'ils avaient directement dans leur tombe. Malheureusement, Yukoriso doit faire son travail, alors elle envoie un signal. Ce signal est reçu par plusieurs personnes d'apparence normale à travers toute la ville, mais elles se transforment toutes en se précipitant vers l'emplacement de Yukoriso. Nos héros sont alors stupéfaits de se retrouver entourés de plusieurs combattants Shocker. Yukoriso s'excuse auprès de son bien-aimé Mitsuba alors qu'elle commence à pleurer et Mitsuba a du mal à comprendre ce qui se passe. Yukoriso lui dit une dernière fois qu'elle l'aime mais déclare que sa vie doit maintenant prendre fin. Yukoriso pleure encore plus en disant à Mitsuba qu'elle l'aimait vraiment. Elle s'excuse cependant car elle ne peut tout simplement plus l'aimer. Les combattants Shocker chargent tous en même temps, alors nos héros doivent agir immédiatement. Yukoriso est complètement prise au dépourvu alors que les deux Kamen Riders commencent à balayer les Shockers. Yuriko se transforme rapidement aussi et rejoint la bataille avec un puissant coup de poing. Yukoriso est horrifié car les choses ne se passent pas comme prévu et les héros commencent à dominer les attaquants. Yukoriso commence à perdre la tête car elle n'avait aucune idée que les amis de Mitsuba étaient des héros incroyablement puissants. Tojima utilise son coup de pied signature et Yuriko projette les ennemis avec son lancer électro-ondes. En quelques secondes seulement, le combat est déjà terminé et Yukoriso a du mal à comprendre ce qu'elle vient de voir. Ces gens sont clairement de simples humains, mais ils ont d'une manière ou d'une autre anéanti toute une escouade Shocker. Eiichiro souligne qu'elle est la seule adversaire restante à vaincre, mais Mitsuba vient encore une fois à sa défense. Personne ne peut croire qu'il la protège encore, mais Mitsuba demande à tout le monde de lui accorder un instant pour qu'il puisse parler avec Yukoriso. Il est choqué cependant quand Eiichiro refuse. Eiichiro veut des réponses, alors il exige de savoir si Mitsuba a l'intention d'épouser la combattante Shocker. Bien sûr, tout le monde est surpris par cette question très personnelle, mais c'est très simple aux yeux d'Eiichiro. Il dit qu'un homme et une femme ensemble signifie qu'ils ont l'intention de se marier, mais même Yuriko dit que c'est trop simpliste. Mitsuba espérait une sorte de juste milieu, mais Eiichiro déclare qu'il n'y en a pas. Soit Mitsuba l'épousera, soit il ne le fera pas, et c'est tout. Mitsuba essaie désespérément de trouver une issue, mais Eiichiro lui dit que ce sont ses deux seules options. Mitsuba essaie de soulever à nouveau l'idée du juste milieu, mais il se fait juste frapper par son frère. Eiichiro exige que son frère choisisse maintenant, mais ils sont interrompus par quelqu'un. Nos héros sont terrifiés en réalisant rapidement que c'est le monstre qu'ils ont vu plus tôt. Il est curieux de savoir combien de combattants ils ont vaincus, mais Eiichiro est juste choqué d'entendre que ce gars est un vrai monstre Shocker. Même Yukoriso est terrifiée par ce type alors qu'elle explique qu'il est son patron.
Ichio veut confirmer que ce gars est un vrai monstre, mais le gars n'est pas intéressé à répondre à des questions. Il dit qu'Ichio semble être le genre à causer des problèmes partout où il va, et il assure qu'il est un vrai sauvage en matière de manières. Il est évident que ce gars est au moins un ennemi, alors Ichio stupéfie tout le monde quand il frappe le gars en plein visage. Cela s'avère être une énorme erreur cependant car le gars se transforme en monstre et il envoie Ichio voler. La force de son lancer est incroyablement puissante et Ichio parvient tout juste à retrouver son calme. Mitsuba ne se soucie de rien d'autre, alors il dit juste à Yukoriso qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Il n'a pas vraiment montré de pouvoir, alors Yukoriso est surprise et Mitsuba s'enfuit. Yukoriso est complètement confuse car elle fait partie de Shocker, mais Mitsuba veut toujours la protéger pour une raison quelconque. Ichio se transforme en V3 et il dit à la bête qu'il est temps pour lui de devenir sérieux. Les autres sont également prêts à se battre, mais Ichio insiste sur le fait qu'il peut affronter le monstre seul. Ils commencent tous à se disputer pour savoir qui tentera de combattre le monstre seul en premier, mais la bête commence à faire un bruit étrange. Ichio peut dire qu'elle se moque d'eux, alors il charge avec une rage pure. Il utilise son coup de pied simulé de vitesse, V3, mais la bête l'arrête facilement avec sa main nue. Ichio n'arrive pas à y croire car personne n'a jamais fait cela auparavant, et la bête prend vraiment le contrôle. Elle s'apprête à projeter Ichio directement au sol, et Ichio se demande si c'est ainsi que sa vie va se terminer. Heureusement pour lui, Tojima l'empêche d'être écrasé au tout dernier moment, et Yuriko utilise la distraction pour charger. Elle parvient en fait à s'emparer de la bête, mais celle-ci utilise juste son élan contre elle. Le coup de poing Rider de Tojima semble faire quelques dégâts, mais le monstre n'est en fait pas affecté. Sa contre-attaque est incroyablement puissante cependant, et elle envoie Tojima s'écraser contre un mur. Ichio maintient l'attaque et il parvient à prendre le dessus. Plusieurs de ses coups de hachette frappent la bête au cou et Ichio finit par lui arracher le visage. Cela laisse tout le monde bouche bée, cependant, alors que le vrai visage du monstre est révélé. Un monstre n'a jamais été aussi réel et Yukoriso explique qu'il s'appelle l'homme araignée. L'araignée explique qu'il ne lui laisse pas beaucoup de choix et il se demande pourquoi ils ont tous arrêté de se battre. Nos héros sont figés par la terreur, alors l'araignée demande poliment s'il peut prendre les devants. Ichigo tremble trop pour même répondre à la question, alors l'araignée déclare qu'il sera le prochain à perdre la tête. Ichio parvient tout juste à retrouver son calme à temps pour esquiver l'attaque d'un monstre, et il réalise à quel point il a failli y laisser sa vie. L'attaque a laissé un cratère géant dans le sol, mais l'araignée n'a pas fini de l'attaquer. Il s'en prend de nouveau à Chio, et cette fois, Chio n'a aucun moyen de s'échapper. L'attaque mettra sûrement fin à sa vie, mais une corde métallique surgit de nulle part pour capturer la bête. Le monstre est incapable de s'échapper et tout le monde est stupéfait en voyant que c'est Mitsuba qui a capturé la bête. Yukariso n'avait aucune idée que Mitsuba était capable de cela, et nos héros n'arrivent pas à croire que ce gamin chétif de tout à l'heure s'est transformé en un autre héros. Mitsuba est maintenant plein d'assurance, et Tojima réalise qu'il est le héros connu sous le nom de Riderman. Riderman était le 4e Rider de tous les temps et il est apparu dans Kamen Rider V3. Mitsuba déclare qu'il s'est transformé juste à côté, mais Yukariso lui fait remarquer qu'il a juste changé de vêtements. Notre jeune homme réitère que c'était bien une transformation et il tire la corde de son arme pour finaliser la capture du monstre. Ichigo n'est pas dupe cependant, car il peut dire qu'ils ne font pas le poids face à cette bête dans leur état actuel. Il dit qu'ils doivent se battre en retraite et Yuriko est d'accord avec lui. Yukariso hurle de peur alors que l'araignée essaie de se libérer, mais Mitsuba lui dit de ne pas s'inquiéter. Le fil que Mitsuba utilise est suffisamment solide pour résister à 2 chars le tirant dans des directions opposées, donc il devrait avoir juste assez de temps pour s'échapper. Mitsuba dit à Yukariso qu'il est temps pour eux de courir, mais elle n'arrive toujours pas à croire quelque chose. Mitsuba suppose qu'elle est choquée par sa loyauté envers elle, mais en fait, elle se demande juste pourquoi il est Riderman. Les yeux de Mitsuba s'illuminent parce qu'il pense qu'elle lui demande pourquoi il a choisi de devenir Riderman. Mitsuba n'est jamais du genre à laisser passer l'occasion de raconter une bonne histoire d'origine, et Yuriko n'arrive pas à croire qu'il va faire ça maintenant. Mitsuba a déjà commencé, cependant, alors il dit que l'histoire s'appelle « L'histoire de l'écrivain, mon frère et moi, l'arc du conflit ». Il commence par expliquer que Kamen Rider V3 a perdu ses parents et sa petite sœur à cause de monstres. Il a été gravement blessé aussi, alors il a juré de se venger de Shocker. Sa détermination à obtenir vengeance l'a conduit à faire le sacrifice ultime. Il s'est porté volontaire pour que les Kamen Riders 1 et 2 le transforment en cyborg afin qu'il puisse personnellement combattre les monstres. Les frères se sont naturellement beaucoup reconnus dans l'histoire de V3 parce qu'ils avaient eux aussi perdu leur famille à cause de monstres. Les garçons rejouaient toujours des scènes de la série, mais Mitsuba était jaloux parce qu'Ichio était toujours celui qui jouait V3. Mitsuba disait toujours à son frère de le laisser être V3 aussi.
Mais il refusait parce qu'il ne pouvait y en avoir qu'un seul. Ichiyo a bien donné une chance à son frère, mais seulement si Mitsuba pouvait le battre au combat. Mitsuba n'arrivait pas à croire que c'était sa seule chance, alors il est passé à l'action. Il a chargé Ichiyo avec enthousiasme, mais il s'est laissé grand ouvert à l'attaque d'Ichiyo. Mitsuba était hors jeu pour de bon, alors Ichiyo lui a dit qu'il avait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir défier le vrai V3. À partir de ce moment-là, les deux ont commencé à se disputer pour savoir qui serait V3. Même en vieillissant, Mitsuba rappelait toujours à Ichiyo sa promesse. Il réitérait toujours que s'il battait Ichiyo au combat, alors il deviendrait V3. Ichiyo acceptait toujours le défi et leur bataille devenait plus intense à mesure qu'il vieillissait. Finalement, Mitsuba a pu riposter et il aurait pu vaincre Ichiyo en utilisant différents types d'arts martiaux. Ichiyo était également très versé dans les arts, cependant, donc leur bataille se soldait toujours par une impasse. Ils continuaient à se battre au-delà du point d'épuisement et une fois, ils se sont battus pendant une durée exceptionnellement longue. À la fin de ce combat, Mitsuba a supplié Ichiyo de le laisser être V3 pour une fois, mais Ichiyo était impitoyable. Il a souligné que celui qui était le plus dévoué à V3, c'était lui. Il a dit à Mitsuba qu'il pouvait être Riderman et il lui a coupé le bras en disant que c'était sa gentillesse. Alors que Mitsuba se remettait, il a dit à son frère qu'il ne comprenait pas sa gentillesse. Il pensait qu'il n'y avait rien de gentil là-dedans parce qu'Ichiyo venait de casser le bras de son petit frère. Ichiyo lui a donné le masque de Riderman comme explication, mais Mitsuba ne comprenait toujours pas. La signification derrière tout cela était que Mitsuba ne pouvait toujours pas être V3, mais il pouvait être son partenaire Riderman. C'était une explication plutôt décevante, mais Ichiyo a souligné qu'il était le frère aîné et Mitsuba le plus jeune. Il avait 5 ans d'expérience de vie de plus que Mitsuba, donc il était tout à fait logique que Mitsuba soit le gars qui est apparu après V3, et c'était Riderman. Riderman était un scientifique brillant, mais un ennemi nommé Général Yoroi enviait son esprit génial. Ce monstre a comploté sa chute et a dissous son bras droit dans une cuve d'acide. Les autres chercheurs qui l'admiraient ont effectué une opération pour le transformer en cyborg et cela l'a transformé en Riderman. Mitsuba a réalisé que c'était pour ça qu'Ichiyo lui avait cassé le bras, mais cela ne le rendait toujours pas gentil. Ichiyo a expliqué plus en détail en soulignant que Mitsuba devrait perdre son bras droit pour devenir Riderman tout comme l'original. Ichiyo a ciblé son bras gauche, cependant parce que Mitsuba est droitier. Casser le bras gauche de Mitsuba signifiait qu'il pouvait toujours utiliser son bras droit pour tout, et il pouvait réellement être comme le vrai Riderman. Mitsuba a commencé à trembler en remerciant Ichiyo de ne pas avoir abîmé son bon bras. Il était en fait furieux, cependant, alors il a rendu à Ichiyo sa gentillesse en le frappant au visage. C'est la fin de l'histoire, mais Yukariso se demande si Mitsuba est vraiment d'accord pour être Riderman au lieu de V3. Mitsuba n'était pas sûr au début, mais finalement il a réalisé quelque chose. Contrairement aux autres riders qui sont des cyborgs entièrement convertis, Riderman est une personne normale avec un bras cybernétique. Mitsuba a finalement commencé à idolâtrer Riderman parce que la façon dont il se battait en s'appuyant sur son intelligence et son bras était vraiment incroyable. Cela fait de Riderman le meilleur à ses yeux et Tojima ne pouvait que se demander si Mitsuba avait construit le bras lui-même. Mitsuba adorerait expliquer exactement comment il l'a fabriqué et Tojima est impatient d'entendre chaque petit détail. Il n'y a pas de temps pour ça cependant car les autres soulignent qu'ils doivent s'enfuir. L'araignée les trouve tous très intéressants et se demande qui ils sont. Ils s'échappent tous, mais l'araignée n'est pas inquiète. Il utilise une sorte de télépathie pour dire à Yukariso d'éliminer Mitsuba et elle tombe sous son contrôle. Yukariso hurle d'agonie car elle ne peut pas désobéir à son ordre et elle frappe Mitsuba au visage. Elle commence à lui asséner une pluie de coups, alors les autres se précipitent pour l'aider. Mitsuba leur dit qu'il a les choses sous contrôle, cependant car ce problème est entre lui et Yukariso. Yukariso hurle comme un animal enragé, alors Mitsuba essaie de lui dire de se ressaisir. Cela ne fonctionne pas car elle s'est complètement perdue, alors elle se libère pour une autre attaque. Mitsuba lui dit une fois de plus qu'il l'aime et cela arrête Yukariso net. Elle continue de se battre pour le contrôle de son propre corps et Mitsuba s'excuse de ne pas avoir donné de vraies réponses lorsque son frère a posé la question plus tôt. Il est prêt à répondre maintenant, alors il dit à Yukariso que même si elle fait partie de Shocker, il l'aime toujours. Mitsuba veut passer le reste de sa vie avec elle, alors il dit à Yukariso qu'il devrait se marier. Nos héros sont dans l'incrédulité totale et Yukariso fond en larmes. Ce sont des larmes de joie cependant, car elle se libère du contrôle de l'araignée et elle dit à Mitsuba qu'elle l'aime aussi. Leur affection est écrasante, mais tout cela est l'œuvre du monstre. L'araignée se libère des fils de Mitsuba et Mitsuba est horrifié car il ne comprend pas ce qu'elle va faire ensuite.
Le corps de l'araignée commence à déborder de puissance et ses muscles géants déchirent de son déguisement en morceaux. Nos héros n'ont jamais été aussi effrayés de toute leur vie en réalisant que cette chose vient de se transformer en sa forme monstrueuse finale. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo